Mesdames, Messieurs, bon, vous le voyez, hein, l'image annonce clairement la couleur, et pas seulement parce que le portrait de Marcel Proust ici est colorisé, mais je vous l'avais dit, Marcel Proust est pour un littéraire une sorte de trou noir auquel il est difficile d'échapper. Françoise Combe, ma collègue, vous l'expliquerait bien volontiers. Les trous noirs exercent une attraction irrésistible. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour un littéraire. On sait quand on entre dans Marcel Proust, on ne sait jamais quand on en sort, et donc nous resterons avec lui encore un peu aujourd'hui. Nous avons vu la dernière fois comment, avec Proust, une théorie de la lecture, une expérience même de la lecture, est devenue une théorie de l'écriture, et même un moteur même de l'écriture. Et cette façon de mettre la lecture à l'origine même de la vocation de l'écrivain est tout à fait singulière. On pourrait dire que c'est le propre de Marcel Proust. Et de manière générale, on pourrait dire que chaque écrivain, ou même chaque mouvement littéraire, élabore sa conception de la littérature autour d'une théorie particulière. Ou bien, pour reprendre une autre formule, une autre expression de cette idée, je reprendrai ici une pensée d'Henri Bergson. Dans L'Intuition philosophique, un texte assez fameux de 1911 qui a été repris dans La pensée et le mouvement. Et Bergson disait que en tout philosophe, chez tout philosophe, en toute philosophie, se retrouve une intuition fondamentale. Une intuition fondamentale en laquelle se résume toute la conception du philosophe. Et ce serait la même chose pour Proust. Voici le texte de Bergson. À mesure que nous cherchons davantage à nous installer dans la pensée du philosophe, au lieu d'en faire le tour, nous installer, c'est-à-dire entrer dedans, et ne pas voir la pensée de l'extérieur, ne pas la décrire de l'extérieur, mais voir comment elle s'organise depuis l'intérieur. Nous voyons sa doctrine se transfigurer. D'abord, la complication diminue. Cette complication n'était qu'apparente. Et tout se simplifie une fois qu'on entre. Puis les parties entrent les unes dans les autres. Enfin, tout se ramasse en un point unique, dont nous sentons qu'on pourrait se rapprocher de plus en plus, quoi qu'il faille désespérer d'y atteindre. Donc il y a un centre de gravité en tout système philosophique, un centre de gravité ou un centre de rayonnement. On ne sait pas trop au bout du compte, parce que c'est ce que nous dit Bergson, c'est que c'est à partir de ce centre, de ce point unique, que se construit, que s'organise le système philosophique lui-même. Donc c'est un point constructeur, un centre de rayonnement. En ce point, continue Bergson, est quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire. Voilà le paradoxe. Il n'a jamais réussi à dire ce qui est la simplicité même au cœur de son intuition fondamentale. Et c'est pourquoi, parce qu'il n'a jamais réussi à le dire, c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Il ne pouvait formuler ce qu'il avait dans l'esprit sans se sentir obligé de corriger sa formule, puis de corriger sa correction, et ainsi de théorie en théorie, se rectifiant, alors qu'il croyait se compléter. Il n'a fait autre chose par une complication qui appelait la complication, et par des développements juxtaposés à des développements, il n'a fait autre chose que rendre, avec une approximation croissante, la simplicité de son intuition originelle. Une intuition tellement simple, originelle, qu'elle est impossible à rendre telle qu'elle, et que le philosophe croit construire quelque chose, en fait, il ne fait que corriger ce qu'il a dit précédemment. Le philosophe procède par correction ajoutées les unes aux autres. Et toute la complexité de sa doctrine, continue Bergson, qui irait à l'infini, n'est donc que l'incommensurabilité entre son intuition simple, d'une part, et d'autre part, les moyens dont il disposait pour l'exprimer. Incommensurabilité entre l'intuition et les moyens. Et ainsi, c'est à cause de cette incommensurabilité que se construirait le système philosophique. C'est-à-dire que le système philosophique se construirait de manière naturelle, un peu comme un mollusque construit sa coquille par ajouts successifs, par spirales successives et superposées. Voilà ce qu'il en est pour la philosophie selon Bergson.
À l'origine de tout système philosophique, même le plus complexe, il y a une image fondatrice que le philosophe est incapable d'exprimer telle qu'elle. Toute philosophie, nous dit Bergson, est la paraphrase d'une image indicible. Et c'est une idée fascinante, cette idée même de l'image, de la vision, ce qu'on appelle en grec vision, contemplation, théoria, théoria, la contemplation, qui serait à la source de la vérité, la théoria, et qui est peut-être même à la base de la philosophie de Bergson, en fait, cette idée-là, cette idée qu'à la base de toute philosophie se trouverait une vision fondamentale, c'est peut-être ça, au bout du compte, l'intuition fondamentale qui est celle de Bergson. C'est-à-dire que Bergson, ici, ne fait aussi peut-être que décrire sa propre manière de philosopher, plutôt que de parler des autres philosophies. En tout cas, voilà comment, selon Bergson, les choses iraient pour un philosophe. Alors, mais ici nous parlons de littérature, et on voit que pour l'écrivain de littérature, le système fonctionne un peu différemment, car à l'inverse du philosophe, l'écrivain ne travaille pas avec des idées, il travaille avec des mots, il travaille avec des images. Et donc ces images qui sont impossibles à dire pour le philosophe, elles sont au cœur du travail de l'écrivain. Et disons qu'ici, là, que l'écrivain travaille avec des mots, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette fameuse anecdote racontée par Paul Valéry. C'est cette remarque de Stéphane Mallarmé à Edgar Degas, et c'est une anecdote racontée par Paul Valéry dans Degas, Danse, Dessin. Vous savez, Degas était un grand ami de Valéry. Et Degas, outre son activité de peintre, de sculpteur, Degas composait des sonnets aussi, en amateur. Des sonnets du reste de bonne facture, ils sont de bonne qualité, mais cela n'allait pas sans mal pour lui. Ça ne va jamais sans mal de composer des sonnets. Et voici ce que rapporte Valéry. Un jour, m'a-t-il conté, le il ici c'est Degas, un jour m'a-t-il conté, dînant chez Berthe Morisot avec Mallarmé, il se plaignit à lui du mal extrême que lui donnait la composition poétique. « Oh, quel métier !» criait-il. « J'ai perdu toute ma journée sur un sacré sonnet, sans avancer d'un pas. Et cependant, ce ne sont pas les idées qui me manquent. J'en suis plein, j'en ai trop. » Et Mallarmé, avec sa douce profondeur, « Mais Degas, ce n'est point avec des idées que l'on fait des vers, c'est avec des mots. » Phrase très profonde en vérité, qui dit bien ce que c'est que le métier de poète. Ce qui m'intéresse aussi à l'époque, c'est que à l'époque, et c'était encore vrai au moins jusque dans les années 1970, deux amis hommes s'adressaient l'un à l'autre par le patronyme. Ils s'appelaient l'un l'autre Mallarmé, Degas. C'est des habitudes d'école, habitudes de l'armée aussi, l'appel par les noms, qui a disparu, me semble-t-il, aujourd'hui, avec la fin des services militaires, et puis l'utilisation systématique du prénom. Il n'appelle pas Edgar, il l'appelle Degas. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'écrivain, Mallarmé nous le rappelle, le poète, travaille avec des mots, il travaille avec des images. C'est-à-dire que ce qui est, pour Bergson, le fond de l'intuition fondamentale du philosophe, c'est-à-dire l'image, au contraire, constitue pour l'écrivain, pour le poète, la matière même du travail de l'écrivain. Donc le fonctionnement ici de ces intuitions fondamentales doit fonctionner un petit peu différemment avec l'écrivain. Donc on pourrait, je crois, inverser ou intervertir la proposition de Bergson. Bergson disait que à la source d'un système d'idées, d'un système philosophique se trouve une image fondamentale. On pourrait dire qu'inversement, à la source d'un système d'images et de mots, c'est-à-dire à la source d'une œuvre littéraire, pourquoi ne se trouverait-il pas, non pas une autre image, car les images n'ont pas besoin de se détailler, de se débiter en autres images, il leur suffit de s'exprimer dans l'œuvre littéraire, mais à la source de l'œuvre littéraire, au cœur de l'œuvre littéraire, non dit peut-être, se trouve une idée, se trouve un concept. C'est l'inverse de ce qui se passe pour Bergson. L'image au cœur du concept pour Bergson et le concept au cœur des images et des mots, peut-être pour l'écrivain. Car le concept est moins à sa place dans l'œuvre littéraire que dans l'œuvre philosophique. Prenons quelques exemples de ces concepts, de ces conceptions qui sont à la base des œuvres littéraires. À la base de l'œuvre romantique, à la base du romantisme, on pourrait dire qu'il y a une théorie aussi. Il y a une théorie qui est une théorie de l'expression. C'est la croyance
en la capacité à former un langage susceptible de transmettre toutes les émotions, de communiquer toutes les émotions, d'exprimer tout le moi de l'auteur. Une croyance lyrique, l'idée que le moi puisse s'exprimer entièrement par le langage. Voilà peut-être ce qui était la base de tout le romantisme. Avec le symbolisme, un peu plus tard, ce serait là une théorie du langage, là aussi, qui serait première, mais un peu différente. C'est l'idée que le langage charrie avec lui tout un monde invisible, un ensemble de visions, de sensations, d'idées, et qu'il s'agit de composer pour en faire une œuvre. Donc une théorie du langage et du monde, et non moins une théorie du langage et du moi. Ça, ce serait pour des théories à la base de mouvements littéraires, mais pour Valéry, quelle serait la théorie fondamentale qui est au milieu, au centre de son œuvre, comme intuition fondamentale? Peut-être une théorie de la création, qui serait première, une théorie de la toute-puissance du créateur. L'œuvre serait une production détachée de l'auteur, une théorie de la création comme stratégie presque militaire. Il s'agit d'enchaîner le lecteur, il s'agit de le manipuler. Bon, je prends quelques exemples, mais ce qui m'intéresse ici, aujourd'hui, c'est Proust. Quelle serait cette théorie à la base de l'œuvre proustienne? Eh bien, cette théorie première, ce serait justement le lecteur. Une théorie de la lecture. À la base de l'œuvre de Proust, il y a un lecteur insatisfait qui prend la plume pour remédier au problème de la lecture et pour concevoir un autre type d'œuvre. Et c'est donc une expérience de la lecture décevante, nous en parlions la dernière fois, une expérience de la lecture décevante qui est première. Et l'œuvre envisagée va devoir prendre en compte cette expérience-là de la déception de la lecture. Elle va intégrer l'œuvre, elle va intégrer l'expérience de la lecture décevante dans l'œuvre elle-même. L'écrivain est un lecteur déçu. Et il s'agit d'abord de lire pour écrire. C'est ce mouvement-là qui est fondamental chez Proust et qu'on n'a pas du reste chez Valéry du tout. Alors, cette lecture décevante, cette déception de la lecture, comme presque une épiphanie, et c'est un peu un paradoxe de dire cela, se révèle deux fois, au moins, à Proust. Comme enfant, on l'a vu, et j'y reviendrai, mais aussi et ensuite comme adulte, c'est-à-dire comme lecteur et comme traducteur de Ruskin. Proust, on l'a vu, on l'a dit, consacre des années de sa vie à traduire John Ruskin, à traduire Sésame et les Lys, à traduire la Bible d'Amiens. Et finalement, il se rend compte à la fin qu'il ne partage pas les idées de Ruskin sur la lecture dans Sésame et les Lys. Il traduit un livre qu'il croit aimer, et finalement, ce livre, eh bien, le déçoit. Alors, une telle déception n'est évidemment possible que parce que Proust connaît imparfaitement l'anglais. Il se fait une première image de l'œuvre qu'il traduit, et qu'il traduit difficilement, avec l'aide de sa mère en particulier, et c'est au cours du travail qu'il se rend compte que l'œuvre de Ruskin ne correspond pas à ses attentes, que cette œuvre le déçoit. C'est terrible pour un traducteur de s'en rendre compte au milieu du travail. Et vous reconnaissez là, dans cette déception du traducteur, qui est aussi une déception de la lecture, vous reconnaissez là, au bout du compte, l'un des gestes fondamentaux de la narration proustienne. Cette déception qui est toujours menaçante à la fin, c'est la fameuse déception de Swann lui-même vis-à-vis d'Odette. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Alors, j'allais dire, ce qui vaut pour une femme vaut aussi pour un livre, mais ce qui vaut pour un homme aussi, suivant le cas échéant. Donc ce qui arrive à Swann, c'est aussi ce qui arrive à Marcel Proust. Ruskin non plus n'était pas le genre de Proust. Et Proust s'en est rendu compte trop tard. Et c'est tout l'objet de la préface sur la lecture, devenue journée de lecture, que de le dire. Et c'est une drôle de préface, au bout du compte, qui démonte le texte qu'elle est censée vendre. Ce n'est pas en général ce que font les préfaces, en particulier lorsque ce sont les traducteurs eux-mêmes qui les écrivent. Mais cette
cette déception de la lecture de Ruskin n'est elle-même que la reprise, la réminiscence d'une déception plus ancienne, je l'ai dit, c'est-à-dire la déception de la lecture enfantine. Et c'est cette déception qui est d'abord consubstantielle à toute œuvre, de voir l'œuvre, de voir le roman se finir. C'est la citation que nous avions vue la dernière fois et qu'ici je résume. On aurait tant voulu que le livre continuât. Et si c'était impossible, ne pas avoir aimé en vain pour une heure des êtres qui, demain, ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée dans un livre sans rapport avec la vie et sur la valeur duquel nous nous étions bien mépris. Donc ce livre qu'on croyait être le livre des destinés, enfin que l'enfant croyait être celui des destinés, au bout du compte, vous vous souvenez du texte, il est rangé entre le journal de mode et un atlas de géographie. Le livre est clos, il est limité, il ne satisfait pas aux promesses qu'il a faites. Et c'est un problème qui se pose à tous les écrivains, à certains égards, à beaucoup d'écrivains. Valéry aussi voit le problème de la limite de l'œuvre. Et la réponse de Valéry, elle est différente. Pour échapper à cette fatalité de la finitude de l'expression verbale, de l'expression langagière, cette finitude de l'œuvre, cette clôture de l'œuvre, qui au bout du compte renverrait l'œuvre à quelque chose d'extrêmement limité et de peu d'intérêt, eh bien Valéry élabore, dans le cours de poétique en particulier, il élabore la stratégie de ce qu'il appelle l'infini esthétique. L'infini esthétique. À savoir que l'œuvre a beau être limitée, elle suscite le besoin d'elle-même. Et donc, le lecteur éprouve sans cesse le besoin de se redire sans cesse le beau vers pour créer une sorte d'extase. Le vers se termine, mais on a envie de revenir au début pour se le redire. La solution, c'est une image du pendule, en fait, que Valéry développe dans d'autres textes, à savoir que la forme du vers renvoie au fond, elle exprime un sens, le son exprime un sens, mais le sens nous renvoie aussi à la forme et au son, et donc nous sommes sans cesse balancés du fond à la forme, du sens au son, et réciproquement. Donc la solution proposée par Valéry à cette idée de la finitude du langage, de la finitude de l'œuvre, c'est la poésie. C'est le rythme poétique, c'est la sonorité poétique, et c'est une théorie de la poésie comme mouvement perpétuel, comme infini esthétique. Et c'est avec cette image du balancier et du pendule. Mais nous le savons bien, aucun pendule ne se balance indéfiniment. Il y a des frottements, et le balancier s'arrête à la fin. Et donc, le mouvement perpétuel est une illusion, et ça vaut aussi pour la poésie, même si Valéry ne le dit jamais, mais c'est une évidence. Personne ne passe sa vie à se redire le même poème. Ça dure, le sentiment d'extase dure quelques instants, quelques minutes, ça peut durer quelques heures, et puis on peut y revenir la vie durant. Donc c'est une extase qui peut être à intermittence. Mais enfin, c'est une solution qui est intéressante, mais qui n'est pas la seule solution possible. Et vous aurez remarqué que, j'y avais insisté déjà la semaine dernière, combien ces deux exats contemporains l'un de l'autre, c'est pour ça que je me permets parfois ces allers-retours, comme un balancier entre Valéry et Proust, qui sont nés tous les deux en 1871, comment ces deux écrivains, mais qui ne se sont... Enfin, Paul Valéry n'a guère apprécié Proust, en vérité, comment ils se sont confrontés malgré tout, malgré les apparences, à des problèmes similaires. Nous avions vu que la dernière fois comment, pour Valéry comme pour Proust, eh bien, la question de la distinction entre l'auteur, le texte et le lecteur était fondamentale. C'est ce qu'on voit sur la lecture de Valéry. Et on voit ici comment cette question de la finitude de l'œuvre, cette finitude de l'œuvre qui déçoit l'aspiration symboliste à l'infini, eh bien, c'est quelque chose qui les questionne, qui les interroge, et à quoi ils essaient de trouver une réponse. Et on voit comment, confrontés à des problèmes similaires, Valéry et Proust élaborent des solutions assez différentes. Proust, en effet, élabore une autre solution que Valéry. C'est la solution non pas de la poésie, du pendule, du mouvement perpétuel, mais c'est la solution de l'œuvre qui intègre sa fin.
c'est-à-dire une œuvre qui achemine vers la fin comme vers un dépassement organique d'elle-même. L'œuvre devient, et l'œuvre ici, je parle de l'œuvre finale, c'est-à-dire à la recherche du temps perdu, l'œuvre devient un parcours initiatique accompli par le narrateur, accompli par le lecteur, qui suit pas à pas le narrateur, et donc le lecteur est conduit vers une autre dimension, il passe à un autre niveau, next level, comme dans les video games. Le lecteur apprend à franchir les abîmes du temps par l'écriture, et ainsi l'œuvre s'abolit par son accomplissement. Et quand je parle de ces abîmes du temps, je renvoie, bien sûr, vous reconnaissez ici les phrases et les développements célèbres de la fin du temps retrouvé. Alors, une manière de faire comprendre ce concept de l'œuvre sans fin, lié à la déception de la lecture, selon Proust, c'est de se représenter ces piscines à débordement qu'on trouve dans les grands hôtels. Vous savez que ces piscines ne sont pas infinies, en vérité. Elles donnent l'illusion de l'infini, mais elles ont des limites. Mais l'eau se déverse de l'autre côté. Et de même que pour la recherche, la limite de la piscine est rendue invisible par un débordement de l'eau vers l'extérieur de la piscine et donne l'impression qu'on se baigne dans la mer, de même, la fin de la recherche n'est pas un accident extérieur. L'accident extérieur, c'est comme à la fin d'un conte ou d'un roman, les romans dont se moque même Proust sur la lecture, c'est les deux héros se marient, le mariage envisagé tout au long du roman et sans cesse différé a finalement lieu, et ils eurent beaucoup d'enfants. Et voilà comment les choses se terminent. Alors ça, c'est la clôture, et c'est ça qui est décevant à la fin, puisque c'est ça qui déçoit le jeune lecteur. Mais la fin de la recherche, vous le savez, n'est pas un accident extérieur. Elle est intégrée organiquement dans le développement du texte, par l'initiation par laquelle passe le narrateur. Et donc le projet d'écriture se poursuit dans un au-delà de la narration. Comme Gérard Genette résumait à La recherche du temps perdu, Marcel devient écrivain. Bon, c'est une manière de résumer un peu brève, mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc la promesse d'une œuvre est là à venir. Et comme le lecteur la suit, c'est aussi le lecteur lui-même qui est appelé à devenir écrivain. Donc le projet d'écriture se poursuit. Il y a un au-delà qui est annoncé, l'idée d'une autre possibilité d'entrer dans une vision. Et donc, comme l'eau de la piscine, l'œuvre déborde dans la vie. Et donc nous sortons de ce roman avec une autre vision du monde et peut-être avec le souci, nous aussi, d'écrire. Alors peut-être que vous êtes réfractaire à l'image de la piscine, qui est un peu osée, mais on peut penser à l'art baroque aussi. On peut penser à l'art baroque, à ces anges qui enjambent le cadre de la peinture. On peut penser par exemple à ces admirables fresques en trompe-l'œil du père Andrea Pozzo dans l'église Saint-Ignace qui se trouve à Rome. Et vous voyez donc ici ici ce n'est que de la peinture, évidemment. C'est au plafond, là je vous le présente verticalement, mais imaginez ça au-dessus de vos têtes, et c'est assez incroyable. Vous voyez au centre, évidemment, le Christ avec sa croix, Saint Ignace qui lui répond ici, qui reflète en quelque sorte tout le rayon qui vient du Christ et qui reflète ça sur tous les saints, tous les anges qui débordent toute la structure architectonique qui va se fondre avec la structure architectonique réelle de l'Église. On a là le chef-d'œuvre du baroque, du trompe-l'œil, qui est assez incroyable. Tout déborde, en tout cas, du cadre qui a été fixé au départ. Et donc c'est le principe même de l'art baroque, ce débordement. On n'est pas dans la piscine ici, mais c'est un débordement non pas d'eau, mais d'anges, et de saints, et de sainteté et de grâce dans le monde réel. Pourquoi n'ai-je pas d'abord utilisé cette image de l'art baroque, et je préférais plutôt la piscine, d'abord pour me faire remarquer, et puis aussi parce que je crois que l'art baroque vise toujours à
insisté sur les effets de transcendance et sur les effets de différence de niveau entre le ciel et la terre, entre l'au-delà et l'ici-bas. Alors que l'art de Proust est très différent. Il se situe au contraire dans aucune transcendance, mais dans une immanence infrangible. La mystique de l'art et de l'écriture, pour Proust, n'est absolument pas séparable de l'expérience sensible du monde quotidien. C'est pourquoi là, je trouvais le côté sensuel de la piscine plus adapté peut-être que pour l'image que je voulais donner. Mais je reconnais que d'un point de vue esthétique, rien ne vaut les fresques du père Andrea Pozzo. Mais toute cette réflexion esthétique chez Proust passe d'abord par, on l'a dit, une réflexion sur la lecture enfantine. Et c'est assez intéressant de voir le statut particulier que Proust accorde à la lecture enfantine. Alors bien sûr, cette lecture naïve de l'enfant, elle est dévalorisée par Proust. Il dit que ce n'est pas la bonne lecture. Et pourtant, elle reste, cette lecture, à la base de la réflexion. Et en quelque sorte, Proust, écrivain, répond à l'enfant qu'il était. Il écrit pour l'enfant qu'il était. Proust écrit pour cet enfant à qui il s'adresse, cherchant en quelque sorte à le faire monter en grade, à lui proposer une autre manière de lire et un autre type de livre. L'enfant est naïf. Il croit aux objets, il croit aux personnages dont il lit les aventures et les descriptions. Or, l'enfant doit grandir, il doit passer par-dessus la déception de la lecture naïve. En somme, la déception de la lecture est la porte ouverte à un dépassement. C'est une illumination négative, une illumination négative qui ouvre à un autre niveau de la lecture. Il s'agit d'aller derrière les mots, derrière les choses, dans la vision qui donne une forme à l'œuvre, voir les coulisses de l'œuvre. Entrer dans les coulisses de l'œuvre, aller de l'autre côté du miroir, c'est une manière, là aussi, c'est une manière de lire en vérité, de comprendre comment les choses se passent. Et c'est en voyant comment le livre est construit, ce qui est à l'origine du livre, que l'enfant va pouvoir sortir de sa naïveté première. Et donc c'est nous-mêmes, par là, qui sommes invités à changer notre façon de lire. Or, nous sommes tous, à un moment ou à un autre, des lecteurs naïfs, même les lecteurs de Proust. J'allais dire, surtout les lecteurs de Proust. Je vais peut-être en choquer beaucoup, mais rien n'est moins proustien que d'aller chercher à Illier-Combray, Illier-Combray, déjà le nom, qui porte un nom réel, Illier plus le nom venu du roman, que d'aller chercher à Illier-Combray les traces de la vie de Proust telles qu'elles apparaissent dans la recherche. Et ici, voici ce qu'on présente comme la maison de tante Léonie, qu'on visite donc à Illier, et que je vous invite du reste à visiter, bien sûr. Mais voilà, et quand on visite cette maison, on vous montre les traces de la vie de Proust telles qu'elles apparaissent dans la recherche. Mais aller voir cela, c'est un peu comme un enfant, là aussi, nous sommes tous des enfants qui voudraient voir le cachot d'Edmond Dantès au château d'If, cachot dit d'Edmond Dantès, mais on le montre, il a beau être dit d'Edmond Dantès, on le montre comme le cachot d'Edmond Dantès. Il y a une sorte de flou ici entre la réalité et la fiction qui est perturbant. Ou bien, pire encore, aller voir le château de la Belle au bois dormant à Disneyland ou à Euro Disney. Et vous remarquez que dans ces exemples, il y a au bout du compte 3 degrés de réalité différents, trois rapports différents à la fiction. On a des objets qui sont là, réels, irréels, mais le rapport à la fiction est différent. Là, on a, avec la maison dite de tante Léonie, on a des objets qui ont un modèle présumé, voilà, un objet de fiction qui a un modèle présumé dans la réalité, cette maison qui se trouve à Illier-Combray. Vous avez, avec le cachot d'Edmond Dantès, vous avez des objets dans la fiction qui ont un modèle dans la réalité, mais de façon vague et lointaine. Je ne crois pas qu'Alexandre Dumas ait jamais, enfin, je n'ai pas vérifié, mais il faudrait vérifier, ait jamais visité ou dit, voilà, c'était dans ce cachot-là que Edmond Dantès avait été enfermé avec l'abbé Faria. Et puis, vous avez un 3e degré de réalité pour un objet de fiction, c'est ceux qui n'ont aucun modèle dans la réalité et qui créent de la réalité. Là, ça, c'est le cas typique, là, puisque
Ce château est créé de nulle part, alors à partir de modèles qui existent dans la réalité, dans les très riches heures de Dick de Berry, dans les châteaux romantiques de Louis II de Bavière, etc. Mais donc, vous voyez qu'on a là affaire à du fétichisme d'objets réels qui n'ont pas de valeur en eux-mêmes. Mais nous sommes tous portés, en tant que lecteurs de fiction, à entrer dans ce fétichisme. Et celui qui vous dit cela, dire moi, j'aime les maisons d'écrivains, j'adore visiter les maisons d'écrivains, y compris la maison dite de Tante Léonie à Illiers-Combray. Mais, nous dit Proust, la vénération pour les accidents matériels de la vie de l'écrivain est une erreur. C'est une erreur. Et c'est une erreur pardonnable si on la surmonte et si on l'avoue. Parce qu'en visant les lieux de vie de l'écrivain, à tout prendre, il faut viser à la désillusion. Il faut se dire, ce n'était que cela. Voilà, c'est ça que nous dit Proust sur la lecture. Ce n'était que cela. L'écrivain ne nous dit pas, ne dévoile pas une réalité derrière la réalité. Il nous dévoile sa façon de voir les choses, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut mesurer, en tant que visiteur, l'écart entre la chose et la représentation. Alors c'est difficile lorsqu'on visite les musées d'écrivains, les maisons d'écrivains, parce qu'elles aiment, c'est un peu leur aspect commercial et normal, elles aiment à entretenir l'illusion de la coïncidence entre le texte et le lieu. On fait tout ce qu'il faut pour, en mettant les objets dont il est question dans les romans, dans les textes, etc. C'est leur fonction de ces maisons d'écrivains, c'est leur job, c'est de bonne guerre. Elles essaient d'attraper le visiteur dans un monde de la fiction. Mais il ne faut pas les croire. Il ne faut pas les croire. Proust nous dit qu'il ne faut pas les croire. Et Proust nous dit lui-même que lui-même aurait pu naître ailleurs. Il aurait pu ne jamais aller à Illiers-Combray. Les choses auraient été toutes différentes. Son roman n'est lié que par accident au lieu qu'il décrit. C'était les textes que je vous avais cités concernant Maeterlinck ou Anna de Noailles, voilà, ou Monet à Giverny. Et donc Proust aurait pu naître partout. Et ça aurait été un autre Proust, mais un Proust aussi intéressant. On peut prendre un exemple autre que Proust. Si Colette avait grandi en Provence ou dans le Nord, et non pas en Bourgogne, à Saint-Sauveur en Puisaye, c'est sa maison ici, elle aurait été une grande écrivaine provençale, ou une grande écrivaine ch'ti. Et donc, moi, j'attends le Proust ou la Colette qui sortira d'une banlieue du 9-3 et qui poétisera une barre de HLM. Et peut-être que cet écrivain, cette écrivaine, est peut-être déjà là, passé sous mon radar. Peut-être qu'il ou elle est encore en formation, mais ce ne sera pas la première fois. Francis Carco avait poétisé la racaille et les quartiers glauques. Ici, une affiche d'un film tiré de Jésus Lacaille. Jean Genet a poétisé les porcs et les voleurs. Raymond Queneau a poétisé et rendu agréable la vision des faubourgs. Jacques Réda, pour en prendre un poète contemporain, a fait des poèmes autour des lignes d'autobus. On ne prend plus les autobus maintenant, la RATP, quand on a lu les poèmes de Jacques Réda sur chaque ligne d'autobus. Et donc, le grand roman du 9-3 est peut-être encore à venir. Je rêve du moment où l'on ira visiter à Villetaneuse, à Saint-Denis, à Sarcelles, à Mantes-la-Jolie, je ne sais pas exclusif du 9-3, l'appartement de la Colette ou du Proust des banlieues et de l'immigration. Il suffit d'une vision capable de transfigurer. Donc, ne nous fions pas aux objets tels qu'ils sont dans la fiction, mais pensons d'abord à la vision qu'il y a derrière. Et c'est ça qu'il nous faut acquérir et qu'il faut essayer de comprendre. Alors, certes, cette lecture naïve et décevante de l'enfance qui prend les objets de la fiction pour des objets de la réalité qu'il suffirait d'aller découvrir, c'est une lecture parmi d'autres. Et c'est sans doute pas la lecture la plus intelligente. Et pourtant, nous dit Proust, nous ne pouvons pas comprendre la lecture ni la littérature en général sans passer par l'expérience de la lecture naïve, qui est la lecture naïve de l'enfance. C'est cette lecture-là, celle de l'enfant, qui doit être à la base de toute théorie de la littérature. Et voilà pourquoi Proust part de là. Il part de cette déception initiale. Et c'est pas cette façon de partir de la lecture la plus naïve, la plus primaire, la plus intuitive, celle de l'enfant. En fait, c'est la théorie, c'est la position qui est prise par les théoriciens, les critiques
littéraires contemporains les plus en pointe. Par exemple, la critique américaine théoricienne Rita Felski part, elle aussi, elle dit qu'il faut non pas partir d'une lecture savante, ou d'une lecture lettrée, mais si on veut comprendre la littérature, et l'intérêt pour nous de la littérature, il faut partir de cet attachement naïf des lecteurs aux livres qu'ils lisent. Et c'est à partir de là qu'on peut élaborer une théorie satisfaisante de la littérature. Et donc il faut partir, nous dit Rita Felski, il faut se détacher des lectures intellectualisantes qui sont pratiquées à l'université. Cette expérience de la lecture naïve, c'est l'expérience essentielle, celle qu'aucune théorie de l'art ne peut ignorer. Et c'est pourquoi, dans son livre important, Hooked, Art and Attachment, elle part de ça. Hooked, c'est-à-dire accro, on pourrait traduire comme ça. Accro, être accro au livre. Les attachements créés par l'art. Les attachements créés par l'art, qui sont des attachements de type naïf, mais qui sont essentiels pour toute compréhension du mécanisme même de la lecture et de la littérature. Alors Proust garde, oui, une affection pour la lecture décevante de l'enfance. Cet enfant qui se projette entièrement dans le livre, même s'il met cette lecture à distance, et même s'il ne la revendique pas pour lui-même comme une lecture qui devrait être valorisée. Mais il faut partir de là, d'abord. Et donc, cette lecture-là, elle est vraiment au cœur de son système, et au cœur de son œuvre, au bout du compte. Et il n'a pas du tout la même affection pour d'autres manières de lire, parce qu'il existe d'autres manières insatisfaisantes de lire, autres que celles de l'enfant. D'autres manières de lire qui sont aussi trompeuses que celles de l'enfant, même si elles sont plus intellectuelles. Et Proust, sur la lecture, distingue d'autres types de lecture. Il y a la lecture enfantine, bien sûr, mais il distingue cette lecture naïve de l'enfant, qui au bout du compte est pardonnable et excusable, il la distingue de celle qui est, pour Proust, l'abomination absolue. C'est la lecture du lettré. Un lettré envisagé péjorativement, comme celui qui va chercher un savoir contenu dans les livres et qu'il suffirait, comme cela, de cueillir tel quel à l'intérieur du livre. Voici comment Proust décrit cette lecture lettrée. Tant que la lecture est pour nous l'initiatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. Cette lecture-là, c'est la lecture de l'enfance, avec ses clés magiques, etc. Bon, très bien. Mais il devient dangereux, au contraire, le rôle de cette lecture, son rôle, il devient dangereux, au contraire, quand, au lieu de nous éveiller à la vie personnelle de l'esprit, la lecture tend à se substituer à elle, se substituer à la vie personnelle de l'esprit. Quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur, mais comme une chose matérielle, déposée entre les feuillets des livres, comme un miel tout préparé par les autres, et que nous n'ayons qu'à prendre la peine d'atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite, passivement, dans un parfait repos de corps et d'esprit. L'idée que la vérité des livres serait quelque chose qui serait matériel, qui serait dans le livre, vraiment, qu'il suffirait de cueillir passivement. Vous voyez l'opposition ici entre tout ce qui est valorisé, à savoir la vie personnelle de l'esprit, l'effort intime, le progrès intime, etc., et la chose matérielle qui est là, qu'il suffit de cueillir, comme un pot de miel dans les rayons des bibliothèques. Quel bonheur, quel repos pour un esprit fatigué de chercher la vérité en lui-même, de se dire qu'elle est située hors de lui, au feuillet d'un in-folio jalousement conservé dans un couvent de Hollande, et que si, pour arriver jusqu'à elle, il faut se donner de la peine, cette peine sera toute matérielle, ne sera pour la pensée qu'un délassement plein de charme. L'idée que, alors cet esprit fatigué de chercher la vérité en lui-même, c'est l'esprit du lettré. C'est l'esprit, pour prendre un personnage d'un auteur que Proust admirait énormément, Anatole France, c'est l'esprit de Sylvestre Bonnard, dans Le Crime de Sylvestre Bonnard. Vous connaissez peut-être ce très beau petit roman d'Anatole France, qui est un roman d'un lettré, justement, qui va aller chercher jusqu'au fin fond de l'Europe, en Sicile, des manuscrits, des livres qu'il croit perdus, où il espère trouver une preuve qui sera là. Elle est là, matérielle, dans le livre là. Ça, c'est la façon de faire du lettré. Et Proust continue. Cette conception d'une vérité
sourde aux appels de la réflexion et docile au jeu des influences. Donc une vérité sans réflexion, une vérité qui s'obtient par influence, en lisant le livre, voilà, comme ça, boum, elle nous tombe dessus, on l'obtient ainsi. D'une vérité qui s'obtient, j'adore la formule, d'une vérité qui s'obtient par lettre de recommandation. Voilà. Le livre est une lettre de recommandation, vous l'avez et vous avez la vérité. Ben non, c'est beaucoup. Ça, c'est ce que croit le lettré, mais c'est en fait beaucoup plus compliqué. Cette conception-là, donc, d'une vérité qui s'obtient par lettre de recommandation, que nous remet en main propre celui qui la détenait matériellement, sans peut-être seulement la connaître, parce que nous le savons, l'auteur ne connaît peut-être pas la vérité, au bout du compte. C'est nous qui croyons qu'il la connaît. D'une vérité qui se laisse copier sur un carnet, typique du lettré. Cette conception de la vérité est pourtant loin d'être la plus dangereuse de toutes. Et là, Proust va distinguer entre le lettré qui l'abomine et l'historien qui est au-dessus du lettré, vous allez voir. Je dis ça pour mes collègues historiens. Car bien souvent, pour l'historien, même pour l'érudit, qui sont ici distingués du pur lettré, car bien souvent, pour l'historien, même pour l'érudit, cette vérité qu'ils vont chercher au loin dans un livre est moins à proprement parler la vérité elle-même que son indice ou sa preuve, laissant par conséquent place à une autre vérité qu'elle annonce ou qu'elle vérifie, et qui, elle, est du moins une création individuelle de leur esprit. Donc, l'historien, l'érudit, ne cherche que des indices dans les livres qui vont amener à une autre vérité. Il ne cherche pas la vérité qui serait directement dans le livre. Donc, l'historien vaut mieux que le lettré. Il n'en est pas de même pour le lettré. Voilà, il est beaucoup ramené à son niveau. Lui, le lettré, lit pour lire, pour retenir ce qu'il a lu, accumuler. Pour lui, le livre n'est pas l'ange qui s'envole aussitôt qu'il a ouvert les portes du jardin céleste, mais une idole immobile. On passe à un monde d'idolâtrie, de fétichisme en vérité. C'est du fétichisme que décrit ici Proust. Une idole immobile qu'il adore pour elle-même, qui, au lieu de recevoir une dignité vraie des pensées qu'elle éveille, communique une dignité factice à tout ce qui l'entoure. Bon, définition du fétichisme. Et Proust prend un exemple. Le lettré invoque en souriant. Alors, ce sourire, c'est vraiment le sourire de l'indifférence. C'est comme si les choses dans les livres étaient là uniquement pour égayer un jeu mondain, une vie mondaine, égayer une conversation à un dîner en ville. Le lettré invoque en souriant en l'honneur de tels noms qu'il se trouve dans Villehardouin ou dans Boccace, en faveur de tel usage qu'il est décrit dans Virgile. Voilà, le lettré dit « Ah, j'ai entendu ce nom, mais ça, on trouve ça chez Villehardouin, chez Boccace. » Vous reconnaissez là, ici, un personnage typique de la recherche, qui est le professeur Brichot, le professeur à la Sorbonne, qui n'arrête pas, dans les dîners chez les Verdurins, de citer les livres qu'il a lus pour égayer la conversation et montrer son savoir. Ça, Brichot est le type même du lettré. C'est l'abomination de la désolation, selon Proust. Son esprit, sans activité originale, ne sait pas isoler dans les livres la substance qui pourrait le rendre plus fort. Il s'encombre de leur forme intacte, qui, au lieu d'être pour lui un élément assimilable, un principe de vie, n'est qu'un corps étranger, un principe de mort. Les livres ne sont pas là pour être accueillis avec le sourire de l'indifférence. Ça, c'est important. Il faut trouver un principe de vie, il faut trouver la substance. Et cette substance-là n'est pas quelque chose qui est matériellement copiable dans un carnet ou citable dans un dîner mondain. Et Proust ici donc oppose l'historien et le lettré vu très péjorativement. Faire du livre une idole, c'est bien la posture naïve du lettré, une posture fétichiste, et c'est la posture de Ruskin à bien des égards. Une posture en fait plus naïve même que la posture de l'enfant, car l'enfant au moins est déçu à la fin du livre. Donc l'enfant est amené à un niveau supérieur, et le lettré, lui, n'est jamais déçu. Et c'est ça qui est terrible. Et donc le lettré ne sort jamais de l'illusion. Proust, donc, a une attitude anti-lettrée. Le livre ne contient pas la vérité, il n'est que l'introduction à une vérité plus secrète. Alors, quelle est cette substance qu'il faut chercher dans les livres? Contrairement à ce que pense Ruskin, et contrairement aussi à ce que pense Descartes, et c'est là, Proust ici cite
la fameuse formule de Descartes, le livre n'est pas dans la communication, il n'est pas là pour communiquer une vérité révélée. Un livre n'est pas, pour citer Descartes, un livre n'est pas comme une conversation avec les plus honnêtes gens des temps passés. Un livre n'est pas comme une conversation avec les plus honnêtes gens des temps passés. La citation est de Descartes, et Proust refait cette citation pour montrer que ce n'est pas cela. Un livre n'est pas une conversation. Et alors que Ruskin nous dit que nous avons la chance avec les livres de converser avec les gens les plus brillants qu'il y ait jamais eu dans le monde. Mais non, ce n'est pas ça qu'il dit Proust. La lecture n'est pas une conversation. La révélation de Proust sur la lecture, c'est la révélation du silence des livres. Le silence des livres. Le silence qui est à l'intérieur des livres et qui n'a rien à voir, qui est l'opposé même de la conversation. La posture que propose Proust est celle du travail du livre à l'intérieur de soi. C'est celle de la méditation personnelle qui ne peut avoir lieu que dans le silence. L'atmosphère de la lecture n'est pas la conversation, c'est le silence. Et donc on est très loin du professeur Brichot dans les dîners des Verdurins. Et l'idée que la lecture est dans le silence nous fait penser évidemment à ce que racontait saint Augustin dans les Confessions de son maître, saint Ambroise, à Milan, qui, à l'époque il n'était pas saint, quand Augustin raconte ça, quand Ambroise, l'évêque de Milan, nous dit Augustin, Ambroise était le premier de son temps à lire silencieusement. Et par cela, il en imposait, il faisait retentir, résonner le livre en lui. Eh bien, c'est ce modèle-là, au bout du compte, que nous invite à suivre Proust. Nous sommes loin, ici, des conventions de la vie sociale, que Ruskin, pourtant, perpétue sans le vouloir. Il ne se rend pas compte, Ruskin, qu'il ne fait que continuer à mettre de la société et de la vie extérieure à l'intérieur des livres. La lecture, ce n'est pas cela, nous dit Proust. Toutes ces, je recite Proust, toutes ces agitations de l'amitié expirent au seuil de cette amitié pure et calme qu'est la lecture. Pure et calme, très important. Pas de déférence non plus. On est libre dans la lecture. Nous ne rions de ce que dit Molière que dans la mesure exacte où nous le trouvons drôle. Dans une conversation entre amis, on rit parce qu'on est forcé de rire. Vous fait plaisir à l'ami qui fait une plaisanterie. Mais avec Molière, que nous lisons, nous ne sommes pas obligés de rire. Si nous trouvons drôle, nous rions. Si nous ne trouvons pas drôle, nous ne rions pas. C'est la liberté absolue. C'est l'autonomie du lecteur. Quand il nous ennuie, quand Molière nous ennuie, nous n'avons pas peur d'avoir l'air ennuyé, pas peur du qu'en dira-t-on. Et quand nous avons décidément assez d'être avec lui, nous le remettons à sa place aussi brusquement que s'il n'avait ni génie ni célébrité. La lecture, c'est l'espace de la liberté et de l'autonomie du lecteur. C'est l'inverse même de la conversation, c'est l'inverse même de la société. Nous le remettons à sa place aussi brusquement que s'il n'avait ni génie ni célébrité. L'atmosphère de cette pure amitié est le silence, plus pur que la parole. Car nous parlons pour les autres, mais nous nous taisons pour nous-mêmes. Et donc la lecture est l'introduction à la vie intérieure qui se fait dans le silence même. Aussi le silence ne porte pas, comme la parole, la trace de nos défauts, de nos grimaces. Ça, c'est le moi social, comme dirait Proust. Mais le silence te fait rentrer dans le moi profond. Le silence est pur, toujours cette idée de pureté. Il est pur, il est vraiment une atmosphère. Entre la pensée de l'auteur et la nôtre, il n'interpose pas ces éléments irréductibles, réfractaires à la pensée de nos égoïsmes différents. C'est la vie sociale qui met en rapport des égoïsmes individuels. Le langage même du livre est pur, si le livre mérite ce nom, rendu transparent par la pensée de l'auteur, qui en a retiré tout ce qui n'était pas elle-même jusqu'à le rendre son image fidèle. Le langage du livre est pur. Comment est-il pur? Parce qu'il a été purifié par l'auteur qui le fait le messager de sa vision même. Chaque phrase, poursuit Proust, chaque phrase au fond ressemblant aux autres, car toutes sont dites par l'inflexion unique d'une personnalité. Phrase fondamentale. Chaque phrase, au fond, ressemblant aux autres, car toutes sont dites par l'inflexion unique d'une personnalité. C'était ce que nous disait Proust dans un passage précédent que nous avons vu la dernière fois. C'est-à-dire à savoir que l'œuvre, elle est là pour nous communiquer non pas des choses, mais une vision. Et la vision, elle peut avoir lieu. La manière de voir, elle s'exprime quelle que soit la chose, quelle que soit la chose vue. Eh bien, chaque phrase, au bout du compte, ressemble aux autres. C'est la définition du style
comme vision, le style littéraire. C'est le style, d'après Proust, qui nous transmet la vision même de l'auteur. Et c'est pourquoi, quand on sait lire dans le silence, on comprend, les bons écrivains, les bons livres, on se rend compte que chaque phrase exprime la même vision du monde. Et donc, on approfondit une vision. Le silence dans la lecture, c'est le silence qui est entre les phrases, qui nous permet de nous poser, qui nous permet de faire résonner en nous le contenu même des phrases. Et c'est ce silence-là qui est porteur d'une altérité oubliée. Bien plus, dit Proust, ce ne sont pas seulement les phrases qui dessinent à nos yeux les formes de l'âme ancienne, entre les phrases. Et je pense à des livres très antiques qui furent d'abord récités. Dans l'intervalle qui les sépare, se tient encore aujourd'hui, comme dans un hypogée inviolé, un souterrain inviolé, un tombeau, remplissant les interstices, se tient un silence, bien des fois séculaire, entre les phrases. Et ici, Proust prend un exemple. Souvent dans l'évangile de saint Luc, rencontrant les deux points qui l'interrompent avant chacun des morceaux presque en forme de cantique dont il est parsemé. Alors ici, Proust rappelle, en fait, ici voici la note que met Proust à ce texte. Il y a des notes sur la lecture, et il renvoie à ces exemples. Et donc il y a trois cantiques, effectivement, dans l'évangile de Luc. Vous avez le cantique dit le Magnificat, et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et se réjouit en Dieu mon Sauveur », etc. Vous avez le cantique dit de Zacharie, qui annonce la naissance de son fils Jean-Baptiste. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, il prophétisa en ces mots, silence. Et c'est là qu'on peut chanter, quand on est fidèle dans le culte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a rachetés, etc. Et puis, vous avez un troisième cantique, qui est le cantique de Siméon. Et bizarrement, ici, Proust le décrit ainsi, il l'a reçu, c'est-à-dire Siméon, il l'a reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix ». Ces trois cantiques se trouvent dans l'Évangile selon Luc. Siméon, c'est celui qui accueille Marie et Joseph au temple, qui viennent présenter Jésus. Et très étonnamment, Proust écrit « Il l'a reçu dans ses bras ». Alors que dans l'Évangile, il le reçut, c'est Jésus qu'il prend dans ses bras. Et dans toutes les éditions, dans l'édition originale, effectivement, sur la lecture, on a ce « la » féminin, et dans toutes les éditions successives que j'ai vues, jusqu'à la plus récente, il y a toujours ce « la » qui devrait être corrigé. Je crois que c'est une coquille évidente de Proust qu'il faudrait corriger. Voilà. Donc, en tout cas, il y a ces cantiques qu'il faut amener à faire résonner en nous, et ces deux points, c'est le moment, nous dit Proust, c'est le moment du silence, où avant la lecture, on essaie de faire entendre ce qu'il y a de presque d'indicible. Je reviens au texte de Proust. Enfin, on était là dans le texte de Proust, c'était une note. Donc souvent dans l'évangile de saint Luc, rencontrant les deux points qui l'interrompent avant chacun des morceaux presque en forme de cantique dont il est parsemé, j'ai entendu le silence du fidèle, qui venait d'arrêter sa lecture à haute voix pour entonner les versets suivants comme un psaume qui lui rappelait les psaumes plus anciens de la Bible. Ce silence remplissait encore la pause de la phrase qui, s'étant scindée pour l'enclore, en avait gardé la forme. Et plus d'une fois, tandis que je lisais, il m'apporta le parfum d'une rose que la brise entrant par la fenêtre ouverte avait répandue dans la salle haute où se tenait l'assemblée et qui ne s'était pas évaporée depuis près de 2000 ans. Et donc le silence crée une synesthésie, un parfum qu'on entend et qui vient d'il y a 2000 ans. Il y a quelque chose là qui passe à travers les mots, à travers la forme même. Alors on a là, Proust rappelle des lectures d'église, des lectures d'église, des lectures de synagogue aussi, de temps immémoriaux. Et vous voyez ici comment ce parfum de plus vieux de plus de 2000 ans, qui vient du fond même, du cœur même du texte, il n'est rendu possible qu'il ne peut flotter que par le silence qui est fait par le lecteur. Et vous voyez combien ce texte sur la lecture est quand même admirablement écrit pour dire cette puissance même de la lecture quand on laisse le texte résonner en soi. Mais si admirable que soit ce texte sur la lecture ou journée de lecture, c'est un texte dont la structure est fondée précisément sur la déception. La déception.
Vous savez que ce texte, nous l'avons vu, commence par des phrases célèbres sur la beauté ou le bonheur de ces journées de lecture enfantine. C'est un éloge des souvenirs de lecture d'enfance. Il n'y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Et donc ces livres, ces journées de lecture qui nous font, par le livre, par la lecture, qui nous font nous souvenir de toute la beauté des rayons de soleil, des gens qui étaient autour de nous, etc. Et ça, c'est ce que nous raconte Proust dans les premières lignes, les premières pages sur la lecture. Mais, nous dit Proust, ce plaisir de la lecture enfantine ne vaut pas celui du souvenir de ces journées passées à lire. Le livre, au bout du compte, dit Proust, n'est qu'un aide-mémoire, c'est un symbolon, un symbole. Symbolon, c'est-à-dire cet objet qui est l'intermédiaire entre le monde d'ici et le monde d'autrefois. Le livre n'est qu'un aide-mémoire pour un plaisir et surtout un besoin plus secret, le bonheur d'exister. Voilà ce que nous dit Proust dans les premières pages sur la lecture. Et donc c'est tout l'objet de ce texte admirable, de Proust, c'est de partir de ce bonheur de la lecture enfantine et des journées enfantines. Mais, sur la lecture, se termine sur l'incommunicabilité, se termine sur le silence précisément, ce silence infrangible entre les œuvres du passé et nous-mêmes. Et ici, je voudrais vous donner non plus l'incipit, on avait l'incipit sur la lecture, mais l'explicite, donc la fin même sur la lecture. La Divine Comédie, les pièces de Shakespeare, donnent aussi l'impression de contempler, inséré dans l'heure actuelle, un peu de passé seulement. Cette impression si exaltante qui fait ressembler certaines journées de lecture à des journées de flânerie à Venise, sur la Piazzetta, par exemple, quand on a devant soi, dans leur couleur à demi irréelle, de choses situées à quelques pas et à bien des siècles, les deux colonnes de granit gris et rose qui portent sur leur chapiteau, l'une le lion de Saint-Marc, l'autre Saint Théodore, foulant le crocodile. Ces deux belles et sveltes étrangères sont venues jadis d'Orient sur la mer qui se brise à leurs pieds. Sans comprendre les propos échangés autour d'elles, elles continuent à attarder leurs jours du XIIe siècle dans la foule d'aujourd'hui, sur cette place publique où brille encore, distraitement, tout près, leur sourire lointain. Bon, c'est assez incroyable, hein, cette phrase et cette vision-là de ces deux colonnes. Bon, si vous avez la vision, hein, je trouve que j'étais à Venise il y a quelques mois, j'ai pris cette photographie, vous les voyez, ces deux colonnes au bout de la Piazzetta. Mais cette idée donc de ces deux colonnes, ces deux statues où brillent distraitement, indifféremment, tout près, elles sont là, leur sourire lointain. Il y a l'antinomie entre le tout près et le lointain. Comment dire plus abruptement l'incommunicabilité dans laquelle nous sommes avec les œuvres anciennes. Les livres ne nous délivrent pas de messages intemporels ou transcendants, contrairement à ce qu'écrit Ruskin. Nous sommes très loin de la constitution d'un canon qui servirait à l'édification morale et spirituelle de la société. Nous sommes, nous dit Proust, dans un perpétuel malentendu avec les livres. Et c'est à chacun d'entre nous de reconstruire existentiellement un sens qui ne vaut que pour soi seul. Les œuvres sont là et la foule est là sans comprendre les propos échangés autour d'elles. Les œuvres ne nous comprennent pas. Les œuvres ne nous comprennent pas. C'est à nous de les faire résonner, c'est à nous à laisser leur aura travailler mystérieusement en nous. Et donc vous voyez que la structure sur la lecture est mystérieusement, en un concentré idéal, celle de la recherche du temps perdu. La recherche, vous savez, commence par le bonheur du souvenir d'enfance. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, etc. Et ça se termine par la révélation de la puissance du temps à la fin du temps retrouvé. Eh bien, sur la lecture, fournit en quelque sorte le canevas de la recherche. Mais c'est une recherche en réduction et presque en creux. C'est parce que la différence sur la lecture et la recherche, d'abord c'est la taille,
bien sûr, mais c'est aussi que dans Sur la lecture, la possibilité d'enjamber le temps par les textes est vue comme une illusion, elle est vue comme un malentendu. Il n'y a pas d'épiphanie à la fin, il n'y a pas d'épiphanie, il n'y a pas de possibilité de passer par-dessus ce lointain du sourire. Et donc, il faudra, dans le processus de création de Proust, à quoi nous invite au bout du compte Sur la lecture, il faut que la lecture décevante nous introduise à autre chose, qui est le travail même de création. Et Sur la lecture suggère cela, à savoir que le trésor du livre n'est pas, contrairement à ce que dit Ruskin, of King's Treasures, les trésors des rois, le trésor du livre n'est pas dans son contenu, il n'est pas dans ses idées, mais il est dans la vision qu'il propose, il est dans son silence, c'est-à-dire qu'il est dans son style. Et le style, c'est la forme donnée à la forme, c'est la forme au second degré. Sur la lecture, de Proust raconte la découverte de la lecture comme le contraire de la communication. C'est la lecture comme silence. Les livres, pourtant, nous sourient lointainement, et ce sourire que nous pouvons déchiffrer par la lecture, c'est le style, donc une façon qu'a trouvé l'auteur pour être présent malgré son absence, présent dans son absence. Et de ce point de vue, le Lion de Saint-Marc, sur sa colonne, avec la foule à ses pieds, vous voyez ici, ressemble étrangement au chat du Cheshire, vous savez, dans Alice au pays des merveilles, qui, perché sur son arbre, observe de haut la petite Alice. Vous voyez ici l'illustration de Tenniel. Et vous savez que le chat, à la fin, du chat du Cheshire, finit par disparaître, ne laissant derrière lui que son sourire indifférent. Et ainsi, l'auteur disparaît-il corps et biens. Il disparaît, mais dans le silence du livre et dans le silence de la lecture, il nous laisse en héritage, comme le chat du Cheshire, son sourire lointain, autrement dit, son style. Merci.